Accepter de donner sa place à une personne plus âgée dans le bus, aider un collègue en difficulté, ou bien toujours arriver avec un cadeau à la moindre invitation. Si être gentil est un gage de reconnaissance, être une bonne poire l'est beaucoup moins. Parfois la frontière est mince. Si l'amabilité peut mettre du liant dans nos relations professionnelles et personnelles, sachez qu'en 2015, des chercheurs américains avaient analysé des fiches de paye de 10 000 salariés d'âge et de professions différentes. Et bien selon cette étude, les hommes jugés les plus durs affichaient un salaire 18% plus élevé que celui des plus gentils. Alors voilà, jusqu'où peut-on être gentil sans se faire avoir? Réflexion dans cette émission Quête de sens sur Radio Notre-Dame et RCF avec mes 3 invités du jour qui sont pour commencer François Lelord. Bonjour François, bonjour monsieur, j'ai envie de vous dire. Hein. Bonjour Marion, Ravi de vous recevoir dans cette émission Quête de sens. Vous êtes psychiatre, vous avez publié plein d'ouvrages. On va commencer par le best-seller, si je puis dire, Le voyage d'Hector ou La recherche du bonheur qui avait cartonné chez Odile Jacob. Mais s'en est suivi bien évidemment d'autres ouvrages. On peut citer des collaborations par exemple avec Christophe André autour de l'estime de soi, des ouvrages sur les émotions et le petit dernier en lien direct évidemment qui nous a même inspiré cette émission. Soyez gentils mais pas trop chez Odile Jacob. Alors on évoquera évidemment tous les types de gentillesse parce que gentil, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot gentil? On va voir qu'est-ce que c'est qu'être trop gentil, etc. En tout cas, merci d'être là. Nous sommes également en compagnie d'Hélène Rumer. Bonjour Hélène. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Parlez bien dans votre micro. Vous êtes écrivain, vous êtes traductrice, vous avez écrit plusieurs ouvrages. Vous êtes la petite fille de Thomas Narcejac. Pour ceux qui connaissent, évidemment, oui, qui écrivait avec l'ancêtre des Diaboliques. Voilà, et de Sueur froide. Et de Sueur froide, que nous connaissons filmesquement parlant, enfin cinématographiquement parlant, ça sera mieux. Mais me dit, alors vous êtes ici puisque vous avez publié, d'abord vous êtes une ancienne trop gentille, hein, c'est ça, et vous êtes devenue une gentille normale. Je suis devenue une gentille normale et voilà, c'est... Trop gentil, c'est vrai que je l'ai été et puis un jour on se réveille et il faut sauver sa peau carrément. Ouais. Alors vous avez publié ce roman, Mortelle petite annonce. Oui, c'est mon 3e roman chez Pearl Books Éditions. Où il est question d'une gentille qui finit bien. Voilà, elle débarque dans une famille où il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas et elle va mettre le doigt justement sur ces dysfonctionnements. Et elle va... c'est une gentille, alors elle va s'occuper plus particulièrement d'un petit garçon. Et puis, parallèlement, elle s'occupe également de sa sœur, de sa maman, etc. Voilà. Et voilà, nous sommes enfin en ligne avec François Coupry. Bonjour monsieur, bonjour François Coupry. Bonjour madame. Eh bien, ravi de vous entendre. Vous êtes écrivain, faut-il vous présenter? Ravi, moi, d'être à Radio Notre-Dame. Écoutez, RCF, merci d'être avec nous en ligne. Vous qui avez publié donc plusieurs ouvrages évidemment, dont le dernier, L'agonie du Gutenberg, les vilaines pensées. Alors, c'est justement, il est question là-dedans évidemment de réflexion, en tout cas, autour de qu'est-ce qu'être gentil ou pas, au fond, François Coupry. Oui, aujourd'hui. Mais ma réflexion sur la gentillesse, là, elle est partie, mon intérêt aujourd'hui sur la gentillesse, elle est partie d'une expérience que j'ai vécue récemment. Oui. J'ai passé, je ne m'insisterai pas dessus, mais 2 mois à l'hôpital. Oui. Voilà, et il y avait un groupe de gens qui étaient avec moi pour être traités dans cet hôpital. Et le jour où je suis parti, il y a quelqu'un de l'ensemble que je connaissais, que je croisais tous les jours, à qui je parlais un peu, qui m'a dit « Je vous remercie, au revoir, j'espère que ne pas vous revoir bientôt ». Ça, c'était la formule rituelle. Quand on sort de l'hôpital, j'espère ne pas vous revoir bientôt, disent les autres. Et elle m'a dit « Merci en tout cas pour votre gentillesse ». D'accord. Et ça vous a fait réfléchir? Et ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai été flatté au début. Ça m'a fait plaisir d'être gentil. Ça m'a fait plaisir d'avoir l'air gentil, et du moins d'être jugé comme gentil. Puis j'ai réfléchi un peu, je me suis aperçu que la gentillesse, c'était ça paraissait un peu toujours très superficiel. Ouais. Alors, on va poser la question du diagnostic à François Lelord de cette phrase, c'est vrai, qui est presque devenue une sorte de rituel dans la politesse à la française. François Lelord, on est d'accord ou pas, pour commencer? Absolument.
qui est souvent un peu synonyme de douceur, d'affabilité, vous voyez, qui rend les relations plus agréables. Ouais. Mais en fait, si vous parlez de diagnostic, après tout, voilà, je suis psychiatre. Bah oui, écoutez. Je vais, si j'ose dire, mettre ma casquette de psychiatre. Et dans la gentillesse, ce qu'on appelle en anglo-saxon, en psychologie, ce qu'on appelle l'agreeableness, et en fait, il y a à peu près 6 composantes qu'on observe chez les gentils. Il y a souvent la modestie. Les gentils ont tendance à ne pas se mettre en avant. Il y a souvent la tendance à faire confiance. Enfin, le premier réflexe, c'est plutôt la confiance et non pas à rester sur ses gardes et à se méfier. Il y a une autre composante, c'est une certaine forme de sincérité, de transparence. Ne pas savoir ou penser à dissimuler. Les gentils, parfois, se révèlent trop sans se rendre compte qu'on va pouvoir prendre avantage sur eux à cause de ça. Et puis enfin, il y a la tendance à être conciliant, c'est-à-dire à rechercher l'accord plutôt que le conflit. Enfin, avoir une sorte de répugnance à aller au conflit quand il le faudrait pourtant. Et puis enfin, l'empathie, c'est-à-dire que les gentils, souvent, sont assez sensibles à la détresse et à la souffrance d'autrui. Par exemple, ça leur rend très difficile de sanctionner quand ils ont à manager. Et donc, cette empathie aussi, parfois, peut les emmener trop loin. Et enfin, souvent, il faut dire, chez les gentils, il y a des valeurs altruistes. Alors, l'altruisme, c'est un peu compliqué, parce que l'altruisme, ça peut aussi être vraiment une vraie valeur morale, et on peut décider ou non d'être altruiste. Donc, je mettrais ça un petit peu à part. Mais le but de mon livre, c'est en fait d'aider les gentils à vaincre un peu leur réflexe automatique de gentillesse. Maîtriser la gentillesse, vous dites même. Voilà. Je pense que la gentillesse, c'est une qualité, puisque dans le livre, je dis « soyez gentils », mais pas trop. Et de même, si vous voulez, que les anxieux, c'est bien qu'ils apprennent un peu à gérer leur anxiété, à maîtriser leur peur, voilà. Et de même, les coléreux doivent apprendre, si possible, à gérer leur colère, à la modérer, à travailler sur ce réflexe coléreux aussi qu'ils ont. Et bien, pour moi, les gentils et les gentils ont à gagner. Et vraiment, j'écris ce livre en me disant, tiens, j'espère que ça va leur être utile, parce que j'en ai vu beaucoup de gentils dans ma pratique et dans ma vie aussi, à faire attention à leur réflexe de gentillesse. Vous voyez, le réflexe étant quelque chose justement de non réfléchi, d'automatique. Alors, en soi, moi je préfère être entouré de gentils. Question d'éducation. Alors, je pense qu'il y a à la fois un tempérament et une éducation. C'est-à-dire, le tempérament, on voit bien, regarder une cour de maternelle, une cour de CP, et on voit bien qu'il y a des enfants plus durs que d'autres, c'est vrai. Plus conflictuels, plus égoïstes, et puis d'autres. Naturels. Ils sont naturels. On voit bien, par exemple, qu'il y a ceux qui déclenchent des bagarres, et puis ceux qui essaient de les empêcher. Vous voyez, qui essaient de les contrôler. Les gentils, en général, défendent mieux les autres qu'eux-mêmes. Mais c'est vrai que c'est pas très bien vu d'être gentil. Il l'a dit un peu, François Coupry, naturellement. C'est vrai que c'est parfois... Il est gentil, quoi. Voilà, il est bien gentil. Il est bien gentil, quoi. Voilà. Il est bien gentil. Et en même temps, si vous voulez, il y a quelque chose qui est près de la gentillesse, mais qui n'est pas de la gentillesse. Ouais. C'est la bonté, par exemple. La bonté, comme c'est joli comme terme, on n'utilise plus du tout. Oui, c'est moins péjoratif. C'est beaucoup plus chic, ça a l'air beaucoup plus profond. C'est vrai. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, on demandera après à Hélène ce qu'elle en pense. Oui, mais dans la bonté, alors je veux dire, c'est un au-dessus, c'est une sorte d'une autre dimension. Et dans la bonté, il y a à la fois beaucoup d'indulgence, c'est-à-dire qu'au fond... la bonté, il y a quelque chose d'un peu inconditionnel, c'est-à-dire qu'on accepte la faiblesse du genre humain. Il y a une sorte d'indulgence et de générosité. Là, on est plus au niveau des valeurs morales. Et donc, dans le livre, si vous voulez, je pense que la gentillesse se retrouve souvent chez les gens bons, mais il y a des gens bons, mais qui sont capables aussi d'être assez durs. Enfin, vous voyez, je sais pas, je prends l'exemple. Prenons l'exemple de Mère Teresa. Oui, par exemple. Mère Teresa, c'est une vie extrêmement altruiste, puisqu'au fond, elle a été donnée aux autres, mais en même temps, donc on peut dire qu'il y a une forme de bonté quand même, d'ailleurs c'est une sainte, me semble-t-il. Mais en même temps, je pense qu'elle était capable d'être assez dure pour gérer toutes ces organisations, toutes ces affaires, et donc je pense qu'elle était capable aussi de punir quand il le fallait. Mais donc dans la bonté, pour moi, il y a une sorte c'est une dimension de plus. Moi, je suis psychiatre, je ne suis pas prêtre ou pasteur, et donc je suis resté au niveau de cette qualité quotidienne de la gentillesse. Hélène, il y a peut-être dans la bonté. Attendez, chacun son tour, je vous prie. Hélène, allez-y, effectivement. Alors, cette gentille. Dans la bonté, il y a peut-être une notion de justice, d'essayer d'être juste.
Est-ce que dans la Peut-être. bonté... Est-ce qu'il y a dans la bonté une notion d'être Parce que non, mais pour juste, revenir sur la équilibré, gentillesse, vous qui étiez une ancienne trop gentille, une est-ce ancienne que trop gentille, vous en voilà. rendiez compte, par exemple? Ah non, 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 je m'en suis pas rendu compte. Parce que c'est naturel. Vous voyez, c'est un réflexe. En fait, on Ouais. pense pas à mal, on pense jamais à mal, et on veut toujours le bien des autres. En fait, on veut être on est aimable. C'est naturel. On n'a pas de calcul. Il n'y a pas de calcul. Il y a pas de calcul, Tout est au fond. sincère, tout est authentique. Donc, et puis un jour, on se réveille parce que on se prend une grande claque dans la figure et on se dit mais j'ai rien vu venir, mais qu'est-ce qui m'arrive? En fait, ce qui est très intéressant, François Leleur et Hélène, ça va peut-être en tout cas vous éclairer sur votre espèce de réflexe de gentillesse. On a l'impression qu'avec tous ces questionnements que vous suggérez dans votre livre à vos lecteurs, François Leleur, en fait, il est bon peut-être de se questionner sur les intentions. Donc pourquoi, par exemple, moi je connais des personnes qui ne viennent jamais chez vous sans un cadeau. Je trouve ça parfois gênant, surtout que ce sont souvent les mêmes personnes qui viennent tout le temps avec quelque chose, vous voyez, comme si, je sais pas, comme si quoi d'ailleurs, vous voyez, ce genre de réflexe, il faut peut-être les interroger, peut-être c'est ça que vous... Oui, alors, je pense, par exemple, dans le cas précis, il peut y avoir différentes... Parce que la gentillesse, c'est à la fois un tempérament et aussi une éducation. Alors, peut-être que c'est des gens qui ont été élevés dans une famille où c'est toujours ce qu'on faisait, donc ils ont ce réflexe-là, Ouais. même quand il est peut-être excessif. Ça peut être aussi des gens qui ont une modestie ou un peu forte ou une estime de soi un peu fragile et qui ont l'impression que finalement, plus ou moins consciemment, ils seront mieux acceptés s'ils apportent un cadeau. Enfin, finalement, qu'eux-mêmes ne sont pas des cadeaux, et donc il va falloir apporter un cadeau. Alors, mais je pense que souvent, comme tout comportement, il peut y avoir plusieurs origines, si vous voulez. Et puis, il y a des gens aussi qui ont un vrai plaisir à offrir, enfin, sans forcément... Parce qu'on dit, oui, j'ai entendu des émissions, les gens disent « Ah oui, mais en fait, les gentils, c'est parce qu'ils veulent plaire aux gens. Ouais, on entend beaucoup ça maintenant. Parce qu'ils ont peur d'être rejetés, etc. Ouais. » Dans certains cas, c'est vrai, mais non, ça me paraît encore une critique un peu narcissique de la gentillesse. Non, moi je pense qu'il y a des gens qui ont un réel plaisir, presque sensuel à donner, et qui n'est pas forcément le désir d'être accepté. Ouais, moi je suis assez d'accord, parce qu'en fait, moi j'adore offrir des cadeaux. Et vous savez, déjà dans le fait d'aller le choisir, de réfléchir, comment est-ce qu'on va pouvoir faire plaisir à la personne, on anticipe. Et une fois qu'on a acheté le cadeau, il y a un vrai plaisir dans l'attente de l'offrir. Et l'attente, c'est presque ce meilleur moment. Et au moment où on offre ce cadeau, on voit dans les yeux de l'autre un vrai plaisir. Et c'est un plaisir partagé, parce qu'on fait plaisir et on se fait plaisir en même temps, parce que le plaisir, il rejaillit sur nous. C'est comme il a un effet miroir. Voilà. Mais c'est pas du tout calculé. C'est parce que c'est la joie du partage, tout simplement. Oui, c'est comme ça. Et en fait, je retombe, plutôt vous remontrez une grande composante de la gentillesse qui est l'empathie. Et l'empathie fait qu'on est certes à la fois sensible aux souffrances des autres, mais qu'on est aussi heureux de les voir heureux et joyeux. Exactement. Donc à ce moment, on peut donner un cadeau parce que, comme parfois, c'est tellement évident pour les enfants. Quand on donne un cadeau aux enfants, c'est parfois pour être accepté. Parfois, c'est même pas les siens de ces enfants. Mais on donne un cadeau et on est ravis, heureux. On partage la joie de l'enfant qui découvre son cadeau. Et vous voyez dans leurs yeux, vous voyez cette joie qui rayonne et puis qui est vraie. C'est une joie vraie. Elle est authentique. Mais attention, effectivement, chez les enfants, ça c'est vrai que ça reste, ou faire un cadeau, c'est bien. En revanche, attention à ne pas être excessif dans donc la confiance qu'on peut faire dans les réactions des autres. Il y a énormément de pages consacrées à cela, au fond, François Leleur, dans votre livre. Le fait de savoir jusqu'où aller, au fond, dans la confiance qu'on fait à celui, par exemple, alors, soit à qui on offre un cadeau. Bon, a priori, c'est qu'on connaît cette personne. Normalement, ça fonctionne pas, mon histoire, avec ses très, très, très proches. Mais c'est vrai que ça peut être un tempérament, là aussi. Oui, j'ai donné le plus d'exemples. Par exemple, dans ce qu'on appelle la révélation de soi, on rencontre quelqu'un, souvent on donne quelques informations sur soi. Enfin, je suis dans une réunion, un congrès, dans un voyage, etc. Et il faut faire attention, parce que parfois, quand on est gentil, on supporte mal le silence dans la conversation, on se sent responsable de ce silence, et on va parler, on va meubler, on va peut-être trop en dire. Et alors, si l'autre est réglé pareil, c'est bien, chacun va échanger rapidement, en se faisant confiance, et
une relation va se construire très vite, qu'on ne va pas perdre de temps, on va tout de suite sentir que ça y est, il y a vraiment un bon match. Mais si l'autre est un peu différent sur la réserve, eh ben, on risque de se retrouver à révéler trop de soi. Et ça, c'est particulièrement vrai en milieu professionnel. Et donc, les gentils doivent parfois apprendre, si j'ose dire, à la fermer. Ouais. Écoutez-nous bien, les gentils, écoutez-nous bien. Est-ce que, François Coupry, vous êtes toujours avec nous? Est-ce que vous vous trouvez gentil? Est-ce que vous vous trouvez, au fond, gentil, vous? Si on vous dit que vous êtes gentil, comme cette personne. Si on me dit que je suis gentil, oui, je vais le croire. Mais je trouve, moi, ce qui est important, c'est de voir ce qui n'est pas dans la gentillesse, de l'ordre de la gentillesse. C'est-à-dire? Et ce qui n'est pas de l'ordre de la gentillesse, par exemple, c'est, moi, ce que je manie très souvent dans mes ouvrages, c'est l'ironie. C'est l'ironie. Oh, ça peut être gentil. C'est pas gentil, l'ironie. Ça peut être sympathique. Ça peut être rigolo, ça peut être drôle, mais pas forcément gentil. Ah oui, alors là, évidemment, si c'est contre... Voyez. Le sarcasme, voilà. Le petit sarcasme qui sont... Oui. La gentillesse aussi, ce qu'elle n'est pas, c'est une volonté de changer le monde. Le Christ, le Christ, par exemple, qui a une volonté de changer le monde. Ouais. On ne peut pas dire qu'il soit gentil. Il passe son temps à engueuler les autres parce qu'ils ne suivent pas la bonne voie, etc., etc. Il n'est pas gentil. Enfin, il guérit quand même des personnes dans l'histoire. Il guérit des personnes. Enfin, c'est pas. Oui, il guérit des personnes. Mais ce qu'on peut appeler pas ça une gentillesse, il remet surtout les gens à leur place. Ouais, François Lelore, c'est intéressant ça. Est-ce qu'il est gentil, Jésus? Attendez, François Coupry, merci beaucoup, François. Juste avant... Alors, je dirais il n'est certainement pas trop conciliant. C'est-à-dire dans les 6 composantes de la gentillesse, il est capable effectivement de chasser les marchands du temple, de faire des remontrances à ses disciples, donc il ne craint pas d'aller au conflit. En même temps, il est quand même très altruiste, puisque effectivement il essaie de soulager des souffrances, de guérir. Et à la fin, il est quand même très altruiste, puisqu'il refuse même qu'on utilise de la violence pour le sauver. Donc, puisqu'il demande à Pierre de rengainer son épée, etc. Donc là, au fond, il y a quelque chose de très sacrificiel et de décider, puisqu'en fait, il a fait la preuve qu'il est capable d'aller au conflit, si vous voulez. Et donc, on se dit, si à un moment, il se laisse guider vers le sacrifice, il le fait en toute conscience. Ouais. Donc, on pourrait dire, oui, en tout cas, il n'est pas trop gentil, puisqu'au fond, ce qu'il fait, le personnage, selon qu'on est chrétien ou non, mais enfin, le personnage tel qu'il est décrit est capable d'être conflictuel. Quand il parle à Pilate, il ne dit rien pour plaire, il dit exactement ce qu'il pense, donc il n'est pas du tout conciliant. Alors après, est-ce qu'il est modeste? Bon, je ne sais pas si on est le Fils de Dieu, est-ce qu'on peut être modeste? Là, on est encore dans une autre dimension. On n'a pas de prêtre, on ne s'engage pas là-dedans, François Lelore, si vous le permettez. Est-ce qu'il est trop confiant? Réponse après, si vous voulez, Jean-Louis Aubert, parle-moi de... Voilà. Parle-moi tout court, à tout de suite. Jamais
Jean-Louis Aubert. Parle-moi de ta gentillesse, par exemple. Jusqu'où peut-on être gentil sans se faire avoir? François Lelore est avec nous, psychiatre qu'il est, et son dernier ouvrage s'intitule justement « Soyez gentil, mais pas trop » chez Odile Jacob. Plein de conseils et d'astuces pour être gentil, mais pas trop. François Coupry en ligne avec nous, qui vient de publier L'agonie de Gutenberg, les vilaines pensées, et puis Hélène Rumer, qui vient de publier de son côté ce roman Mortel, petite annonce, où il est question justement d'une gentille, d'une vraie gentille elle-même. Hélène Rumer nous raconte à quel point il a fallu qu'elle se réveille de trop de gentillesse, peut-être de conciliation, hein, parce qu'on est en train de définir les termes. C'est vrai que c'est important. Ne pas oser aller au conflit, plutôt préférer rester entre guillemets un gentil ou une gentille pour ne pas soit se faire exclure, soit se faire battre, détruire, tuer. Enfin, ouais, c'est quand même la frontière. Au départ, peut paraître un peu ténue, puis au fur et à mesure, on s'engage dans une voie, quoi. Soit on va au conflit, ou soit on continue, on s'enfonce en fait dans la victimisation, j'allais dire. Mais enfin. Moi, je me suis retrouvée dans une situation où je me suis réveillée un jour, et là, c'était plus tolérable. Du coup, c'est même pas de déjà, on s'enfonce parce que dans un premier temps, on est dans la sidération. On se dit que ce qu'on a vécu, c'est pas possible, et même on se dit mais non, je l'ai pas vécu, c'est pas possible. C'est une relation avec votre ex-mari qui a duré combien de temps? Au bout de combien de temps vous vous êtes réveillé de ce cauchemar? Je dirais 2 ans, parce qu'on a toujours l'espoir que finalement les choses vont s'arranger, sauf que ça ne s'arrange pas, et puis un jour on est face à l'indicible, et on se dit bon, alors là maintenant il va falloir trouver une solution, mais il faut essayer de garder la tête froide parce qu'on est quand même dans les émotions. On a quand même dit oui à une personne que l'on aime, et un mariage, a priori, c'est basé sur de l'amour. Donc, il faut dire on va renoncer à cet amour, à ce qu'on a cru, et parce qu'on a en face de soi une personne qui n'est plus celle que l'on a connue. Donc, on se réveille, c'est extrêmement brutal. Et on est sous emprise, et donc on se dit bon, je dois sauver ma vie. Est-ce que le gentil, François Lelore, imagine que tout le monde est gentil de prime en soi, a priori, pardon? À froid, si on lui demande, il va dire non. Je sais bien qu'on n'est pas gentil, mais en situation, il va avoir un peu ce réflexe. Et pour revenir à ce que disait Hélène là sur une relation, effectivement, quand on est gentil, toutes ces composantes de la gentillesse peuvent vous amener à rester dans une relation qui vous rend malheureux ou malheureuse. Alors, vous voyez, la modestie, parce qu'on se dit finalement qu'on ne mérite pas mieux. La tendance à être confiant, parce qu'on se dit non, l'autre ne peut pas me trahir. Enfin, ça ne sert certainement pas. Et puis, la tendance à être conciliant, parce qu'on n'ose pas finalement l'affronter ou le critiquer quand vraiment il exagère. Et puis aussi l'empathie, puisqu'au fond, même les personnalités difficiles souffrent. Les personnalités difficiles souffrent aussi, donc finalement, on se dit, oui, le quitter, mais lui aussi va souffrir, etc. Donc là encore, ce mélange des composantes de la gentillesse va faire que on va rester... la modestie me paraît souvent importante, parce souvent il y a la peur de... On dit, si on le quitte, finalement, personne d'autre ne sera capable de m'aimer autant, etc. Donc la gentillesse peut vous amener à rester emprisonné, en fait, dans une relation un peu maltraitante. Oui, alors, il y a une sorte de pitié. D'ailleurs, il y a un roman de Stefan Zweig qui s'appelle La pitié dangereuse. La pitié dangereuse. Et c'est un magnifique roman. Excellent. Et donc, le personnage, il est pris parce qu'il a pitié de l'autre. Donc, la pitié dangereuse, ça, c'est vraiment un très beau roman de Stefan Zweig. C'est l'excès absolu. C'est l'excès. Et là, il se fait happer. Voilà. C'est vrai que François Lelore, quand on dit, vous savez, le Christ... il y a cette image qu'on doit tendre l'autre joue, quoi, que le cateau est un triste cire qui est un peu dans dans l'excès de gentillesse, comme ça. Si vous voulez, à la fois, le Christ effectivement dit ça, mais c'est dans la perspective de la vie éternelle. Nous sommes sur un passage, et donc c'est dans la vie éternelle. Mais il dit aussi, c'est ce que je cite dans l'introduction, parce que ça m'a paru très étonnant, il dit aussi, dans les béatitudes, il dit « Heureux les doux ». Car ils recevront la terre en héritage. Et là, vraiment, on se dit, il a quand même prévu une sacrée compensation. C'est finalement la seule compensation matérielle que je crois qui est donnée dans les béatitudes. Ça veut donc dire bien que le Christ avait bien conscience que les doux
évidemment, subissaient pas mal et méritaient vraiment une juste indemnité, si j'ose dire. Ouais. Les béatitudes sont et on revient sur les hommes... Le relais doux, c'est vrai. Ouais. Pardon, on revient sur les hommes les 10% les plus durs dans les échantillons, qui sont payés 18%. C'est quand même intéressant. De plus que les hommes les plus gentils. Ça dit quelque chose. Et en revanche, les femmes les plus dures ne sont pas récompensées d'être dures, car elles ne sont payées que 5% de plus que les femmes les plus gentilles. Ah, c'est la suite du sondage, d'accord. Oui, c'est la suite du sondage que j'étais à la fin. Et c'est qu'effectivement, il semblerait que quand une femme sort de son stéréotype de genre, elle est moins récompensée, si vous voulez. Sauf la Prada, mais bon, c'est une exception. La Prada. La Prada, non, le diable s'habille en Prada. Ah oui, le diable s'habille en Prada. Alors ça vaut la peine, ça. Oui, mais elle, effectivement, elle est bien récompensée, mais elle est dans un monde un peu différent, justement, et qui est en grande partie peuplé avec d'autres femmes. Ouais, vous voyez. C'est un peu un monde à part. Hein. Oui, bon, effectivement, on imagine beaucoup de tyrannie là-dedans. Mais effectivement, le Christ nous apprend, et souvent on l'interprète un peu mal parfois, à mon sens, enfin, c'est souvent ce qu'on dit, c'est encore une bonne poire, Cato, il ne sait pas dire non. Voilà, le gentil ne sait pas dire non, quoi. Oui, alors, ça, c'est quand même un travers. Alors, effectivement, j'essaie d'encourager mes lecteurs à savoir dire non, en sachant d'ailleurs que dire non, c'est parfois pas, comme on dit, aller au conflit. Simplement, c'est affirmer ses besoins, c'est être capable de dire... Alors, j'ai eu beaucoup de livres sur ce thème, sur le thème de la conciliation. Oui. Mais c'est un des chapitres, j'en parle dans un des chapitres, parce que c'est quand même très important. Et en gros, c'est les bonnes règles de l'affirmation de soi, c'est-à-dire montrer à l'autre de l'empathie, c'est-à-dire, écoute, je comprends que c'est difficile pour toi, je comprends que, mais moi, quand tu fais ça, ça me contrarie, ou moi, je ne veux pas faire ça, etc. Et c'est pas si difficile une fois qu'on s'est lancé, en fait. Et j'allais dire, si on ne s'affirme pas, on ôte aux autres toute chance de s'améliorer, finalement, parce qu'ils vont continuer à pas tenir compte de vous. Ouais. Et au fond, on les renforce dans ce travers-là. Il faut prendre le risque, en fait. Il n'y a pas mort d'homme. Voilà, faut prendre le risque. Exactement, mais souvent, il faut le faire progressivement. Et c'est pour ça que je dis toujours, je dis ça aussi à mes patients, de s'entraîner même dans les petits conflits. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire « je ne vais pas en faire une histoire, c'est pas important ». Non, parce que si vous ne vous entraînez pas sur les choses pas importantes, eh bien, vous serez bien démunis le jour où arrivera un conflit important, enfin une opposition importante dans votre vie. Donc, il faut s'entraîner tous les jours au café, au restaurant, dans la rue. Enfin, vous voyez, il faut toujours absolument s'entraîner. Et en particulier être capable de dire « non, tiens, ce que tu as fait là, ça ne me plaît pas ». Vous voyez, gentiment, sans en faire une crise. Et quand on dit aller au conflit, c'est pas déclencher un drame, c'est dire attention là, ce que tu viens de faire, ça me convient pas. C'est vrai qu'il y a ce schéma des répétitions, Hélène. Vous savez, c'est comme ça qu'on s'observe souvent quand on commence une thérapie, par exemple, une psychothérapie. Les schémas de répétition. De toute façon, moi, j'attire que les méchants. Qui ne me laisse pas le choix, par exemple. Ou, oui, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous parle, Hélène? Oui, ça me parle bien. Et ça, on peut changer ça, le cours des choses, vous croyez? Oui, c'est... oui, on peut. Oui, on peut, Hélène. Regardez, nous avons... Hélène a changé. J'en suis l'incarnation. Elle peut exprimer sa vraie gentillesse. Et François Coupry est capable mais moi, j'ai rencontré un gentil. Donc... Oui, exactement. Et François Coupry qui est toujours avec nous est capable de faire de l'ironie en dosant sa gentillesse, sa bonté. Peut-être qu'il préfère ce terme de bonté, qui est peut-être plus élégant, effectivement. François Coupry. Oui, c'est plus élégant. Maintenant, si je prends toujours ce que j'ai déjà fait, l'inverse de la gentillesse, hein, on arrive peut-être au pouvoir politique ou à la volonté de pouvoir politique. Est-ce qu'on peut être gentil dans ces cas-là? Est-ce qu'on peut faire de la politique comme ça, comme les gens le font, en étant gentil? Ou est-ce qu'aussitôt on va arriver à la compromission, les arrangements et peut-être le clientélisme? Voilà. Ça, c'est une sacrément drôle de question, dans quête de sens. Mais c'est une vraie question, François. Oui, mais je trouve que c'est une vraie question. C'est une vraie question, absolument. Il y a peut-être la gentillesse au départ. Et après, il y a la réalité du terrain. Il y a le service quand même, peut-être au fond de toute personne qui s'engage pour représenter, par exemple, une population, un État. François Lelore, c'est vrai que ça pose une vraie question. Hein. Mais est-ce qu'elle fait ça par gentillesse? C'est pas évident. En fait, on peut faire de la politique avec un degré plus ou moins élevé d'altruisme. On peut imaginer à l'extrême un homme politique qui n'a envie que du pouvoir pour le pouvoir, et d'être vraiment le roi de la fête, le centre de l'attention.
Et puis à l'autre extrême, peut-être certains hommes politiques, on a eu qui se sont dit, tiens, je veux sauver mon pays, enfin ça peut exister. Je fais don de ma personne. Alors, je fais don de ma personne, ça a été dit parfois par quelqu'un qui, malheureusement, n'a pas servi la France. Il me semble que c'est le maréchal Pétain qui a dit ça. Mais parfois, il y a des hommes politiques... Alors après, c'est comme l'humanité, on a tous un gradient plus ou moins altruiste. Vous disiez en off qu'en fait, on était parfois double, triple. Enfin, oui, voilà, et selon les circonstances. Mais ça, c'est le problème de la gentillesse et de la réussite sociale, pas que politique. C'est-à-dire qu'évidemment, si on est trop modeste, on va pas viser assez haut, on va se sous-estimer. Si on est trop confiant, on ne va pas voir que ses rivaux complotent ou que ses collaborateurs risquent de vous trahir. Si on est trop transparent, on va révéler à ses adversaires ses intentions, ils vont pouvoir vous combattre. Si on est trop conciliant, on ne va pas être capable, par exemple si on est chef d'entreprise, on ne va pas être capable à un moment de licencier des gens si c'est nécessaire ou d'aller au conflit juridique. Et puis enfin, si on est trop empathique, on aura aussi du mal à imposer, par exemple, à surcharger ses collaborateurs. Par exemple, on aura du mal parce qu'on se dira, les pauvres, là, ils sont déjà surchargés. Donc, on va se surcharger. Et c'est comme ça, d'ailleurs, des gens arrivent au burn-out en ne voulant pas surcharger leurs collaborateurs, ce qui est quand même une preuve de gentillesse, mais qui les dessert. Ils ne veulent pas surcharger leurs collaborateurs. Oui, mais je vois parfois des gens qui sont dans des postes de management intermédiaire, des jeunes en général, et qui travaillent beaucoup trop, genre modèle de start-up. Et je leur dis, mais quand même, vous avez beaucoup de travail, peut-être qu'il faudrait le décharger un peu. Ah oui, mais les pauvres, ils sont déjà au taquet, etc. Et donc, eux-mêmes se surchargent. Et comme ils sont trop conciliants, ils n'osent pas, ils ont du mal à dire à leur chef, à leur supérieur, j'en ai trop, maintenant, ça suffit, j'en ai trop. Alors là, il y a beaucoup d'éducation aussi là-dedans. On connaît bien l'éducation avec des valeurs altruistes. Donc, le soyez gentil, cessez d'être gentil, soyez vrai. Vous êtes pour ou contre, juste avant la trêve musicale, François Lelore, finalement... Moi, je suis exactement pour soyez gentil, parce que le monde va mieux quand il y a des gentils, mais pas trop, parce qu'autrement, vous risquez de vous faire maltraiter. Et vous ôtez aussi aux moins gentils une chance de prendre conscience qu'ils sont de travers. Voilà qui est dit. Summer Samba avec So Nice. À tout de suite.
petit air de gentillesse sur un petit air de samba, ça fait pas de mal en ce vendredi. Jusqu'où peut-on être gentil sans se faire avoir? Bonne poire avec François Lelore, psychiatre, qui a écrit cet ouvrage Soyez gentil mais pas trop, le petit dernier chez Odile Jacob. François Coupry est en ligne avec nous, écrivain qui s'intéresse beaucoup au contraire de la gentillesse, en particulier dans son dernier ouvrage L'agonie de Gutenberg, les vilaines pensées. Et puis Hélène Rumer, qui est une gentille, qui est passée du bon côté de la gentillesse, on peut le dire, avec ce petit ouvrage, ce roman, Mortelle petite annonce, voilà, qui est rappelé en cette dernière partie d'émission. On évoquait avec amusement, François Lelore, l'espèce de vieille bonne éducation. On ne peut pas dire non, je ne peux pas refuser, tu ne peux pas refuser. Il faut être gentil avec la dame, avec le monsieur. Ça commence très très tôt, cette affaire d'apprentissage de la gentillesse en toutes circonstances. Oui, pour le meilleur et pour le pire. Oui, c'est sûr. Là, on peut dire que c'est des saines valeurs de faire attention à l'autre, etc. Oui. Mais pousser trop loin, ça ne prépare pas au combat inévitable de la vie, si vous voulez. Oui, il faut se battre. Et voilà. Et alors, si on a cette éducation, d'ailleurs, on a intérêt déjà à choisir un milieu professionnel où, quand même, la gentillesse est comme une valeur, où, disons, il n'y a pas trop de compétition. Ça n'existe pas, ça. Bon, Si. Plus ou moins, quand même. Ouais. Je pense que, il y a des, par exemple, dans tout ce qui... Enfin, je ne veux pas généraliser, mais il y a des organisations, disons, qui ne sont pas centrées sur l'idée de la compétition et de la sélection des meilleurs, vous voyez. Oui. Et puis, il y a déjà toutes les professions d'aide où la gentillesse, avec cette dimension empathie, au contraire, sera appréciée, sera un moteur et même un facteur de réussite. Oui. Vous voyez, donc... alors évidemment, si on choisit, si un trop gentil choisit, je sais pas, d'entrer dans la finance, qui est l'erreur, ce que j'allais dire. Qui est l'erreur de recrutement, mais il suffit qu'il ait été très bon élève et que voilà, on dit c'est bien fait ça, quelques copains l'ont fait, puis après il se retrouve trop gentil dans un milieu un petit peu, requin est un terme un peu excessif peut-être, un milieu où disons il faut vraiment savoir montrer les dents. Et là, le gentil qui a été éduqué à se montrer toujours gentil, aimable, à faire attention à l'autre, à ne pas se vanter, et bien là, évidemment, il sera désavantagé. Il faut apprendre à nos enfants un petit peu à se vanter ou pas? Il y a une juste, Croyez. Je crois qu'il y a une juste mesure. Alors, il y en a qui ont peut-être déjà tendance à trop se vanter, si vous voulez, qui vont faire des futures personnalités narcissiques. Et il faut peut-être les apprendre un peu à se contrôler. Mais il y en a aussi d'autres, évidemment, qui font inciter. Ça dépend aussi du tempérament. Il y a aussi un tempérament au départ sur lequel une éducation va jouer un peu plus qu'à la marge. Mais bon, voilà. L'éducation tradie, si vous voulez, oppressait les enfants déjà un peu modestes, un peu sensibles, un peu... Alors les complexer, les oppresser encore un peu plus, mais elle contrôlait sans doute un peu les trop narcissiques et tout. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Je pense que les enfants sensibles, empathiques s'épanouissent mieux avec l'éducation bienveillante, etc. En revanche, ceux qui avaient déjà tendance à aller trop loin, là, ils ont encore moins de contrôle. Ouais. C'est vrai que vous avez été éduqué à vous effacer, vous avez été élevé un petit peu comme ça, Hélène. Oui, disons que... Je me rends compte maintenant que, en fait, par exemple, j'avais jamais de félicitations. J'étais une bonne élève, etc. Mais on me disait, c'était normal, quoi. C'était presque normal. Ouais. Bon, mais j'ai jamais eu de félicitations. Alors, vous croyez que ça a joué ou pas dans votre attitude? Parce qu'aujourd'hui, quand je vois mes enfants, je les félicite et je leur dis, je suis fière de toi, c'est bien. Tu te rends compte de tout ce que tu as accompli, parce que parfois mon fils, je prends l'exemple de mon fils, je dis mais rends-toi compte de ce que tu as fait, regarde le chemin que tu as fait, tu as réussi ça, et tu viens de réussir ça. C'est bien, et il n'est pas content. Et il n'est pas content. Je lui dis mais attends, t'as vu, t'as quand même des obstacles, voilà. C'est un perfectionniste, rends-toi compte peut-être. que c'était pas gagné d'avance. Rends-toi compte de ce que tu as fait, c'est bien. Je suis fière de toi, vraiment. Non, mais voilà. Est-ce que le psychiatre a dit que c'était bien ou pas bien? Oui, mais je trouve ça bien parce que vous l'éduquez à ne pas être trop modeste ou peut-être à ne pas être trop exigeant. Alors peut-être qu'il n'est pas content parce qu'il voulait avoir des notes encore meilleures. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas content de lui. Ouais. Non, mais parce que, vous voyez, alors mon fils, il n'a jamais fait de prépa. Moi, je ne l'ai pas poussé. Il a fait comme il a voulu. Voilà. Bon, déjà, je ne l'ai pas dit, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça, etc. Bon, il a fait de la biologie, il fait de la biologie. Voilà. Bon, je parle de lui. Voilà. Et maintenant, il fait un master de... alors, c'est la neurophysiologie appliquée. Il n'est pas loin de la psychiatrie, finalement. Voilà. Et justement, il étudie le cerveau. Et bon, je lui dis, mais c'est très compliqué. Les premières années, il y a... comme en médecine, beaucoup de par cœur, et il n'arrivait pas. Il avait beaucoup de mal avec le par cœur. Il me dit, oui, c'est stupide, etc. Je dis,
c'est comme ça, il faut en passer par là. Et maintenant, il adore ce qu'il fait. Donc, il est enfin... il est en 5e année et il adore enfin ce qu'il fait. Donc, c'est génial. Je suis très heureuse pour lui. Mais oui, vous avez eu raison. C'est-à-dire que vous l'avez poussé à choisir une passion. Non, il a fait ce qu'il a voulu. Voilà, il a fait ce qu'il a voulu. Et vous l'avez, s'il était bon élève, effectivement, vous avez eu bien raison de ne pas le pousser, par exemple, à faire des prépas et à rentrer dans des écoles qui l'auraient amené à être dirigeant d'entreprise. Où la voie normale aurait été de continuer comme ça. Et là où probablement son tempérament un peu modeste, l'aurait desservi profondément. En fait, alors, dans la recherche, c'est autre chose. On est quand même récompensé aussi sur la valeur de son travail. Les métiers où vraiment la compétence pure est très importante, un gentil peut quand même réussir, parce que la compétence se voit, il faudrait qu'il la montre aussi. Après, les métiers où ce qui compte, c'est quand même surtout l'énergie et la force dans la compétition. C'est vrai, ne sont pas forcément les mieux pour les gentils. Il y a un symptôme qui invite à vite se remettre en question, c'est le gentil plaintif, François Leleur, c'est-à-dire de toute façon les autres sont toujours méchants avec moi. Là, bof, il va falloir réviser un petit peu. Oui, alors moi je rencontre, alors il y en a sûrement, mais moi je rencontre plutôt des gentils, dans ma vie personnelle ou ma vie professionnelle, qui disent bah oui, je sais que je suis très gentil, j'ai tendance à réagir comme ça, et je me perçois que j'ai tort, mais moi je vois peu de gens qui disent le monde est méchant, tout le monde est méchant sauf moi. Non, ça m'est pas arrivé. Ça existe sûrement, mais personnellement dans mon expérience, je n'ai pas vu beaucoup. D'accord. Ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous convoquez plusieurs gentils. Alors là, c'est plutôt pour les trop confiants, par exemple. Pour qu'on comprenne bien, c'est toujours intéressant d'avoir des illustrations littéraires et cinématographiques. Alors, il y a donc Madame Bovary et Monsieur Bovary. Oui, c'est ça. Madame Bovary n'est pas exactement une gentille globalement, puisqu'au fond, elle pense beaucoup à elle veut s'habiller de manière un peu fastueuse. Bon, elle est malheureuse, parce qu'elle est mariée à un homme pas brillant, moins intelligent qu'elle, qui est pas doué, qui réussit pas du tout. Et elle rêve évidemment de faste et d'émotion. Et elle fait confiance pour ça à Rodolphe, qui est une sorte de coq de village, et qui, comme dit Flaubert, de tempérament brutal et d'intelligence perspicace, et s'y connaissant bien en femme. Et donc elle tombe follement amoureuse de lui. Elle croit réellement qu'il va l'emmener, la sortir de sa vie. Et lui, finalement, après en avoir usé quelque temps, sans là, c'est hop, la laisse tomber, s'enfuit. Et ça, c'est un exemple de trop confiant. C'est vrai qu'en amour, c'est un peu différent, parce qu'en amour, on entend c'est trop confiant. C'est aussi Fantine, qui tombe amoureuse, qui a toute confiance en Tholomyès, et qui effectivement se fait plaquer. Madame de Tourvel, qui a toute confiance. C'est extrêmement banal comme histoire. Alors c'est ce que je dis, séduite et abandonnée, c'est vraiment un schéma universel. C'est fou. Mais je parle de Monsieur Bovary, parce que lui est vraiment le trop gentil, qui non seulement... victime de sa confiance, de la confiance. Est cocu, est complètement confiant, et n'arrive même pas à en vouloir ni à sa femme, ni à l'amant de sa femme. C'est-à-dire quand Rodolphe le rencontre, il craint que M. Bovary lui colle un coup de poing. Et Bovary, à moitié effondré par le décès de sa femme, dit « Oh, je ne vous en veux pas ». Ça veut dire qu'il a une mauvaise estime de lui-même en langage du 2024 ? Oui, sans doute, une mauvaise estime de lui-même, une peur du conflit. Non, Monsieur Bovary est... Alors là, c'est un trop gentil pathologique, si vous voulez, lui. Effectivement. Et d'ailleurs, on voit que dès l'enfance, il se fait moquer de lui et harceler par ses petits camarades. Parce que le trop gentil, le trop émotif attire souvent... va être finalement dans ces phénomènes de harcèlement, le leadership, on va effectivement choisir celui un peu émotif qui pleure trop facilement pour le persécuter. Et qui ne se retournera pas, quoi. Il y a pas de oui, parce qu'on ne craint pas on ne craint pas de représailles. Donc celui-là, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il muscle un petit peu son estime de lui. C'est ce que je dis parfois d'ailleurs à mon fils, allez, faisons un peu de révélation de soi. Je lui dis, écoute, essaie d'être gentil avec les gentils et dur avec les durs. Waouh, beau, joli conseil intéressant. Tiens. J'espère qu'il en fera quelque chose. Est-ce que c'est la méthode de François Coupry, ça, gentil avec les gentils, dur avec les durs, François Coupry? Vous retrouvez comme ça? Je suis plutôt moi-même gentil, mais ça ne veut rien dire du tout en fait. Bon. Mais moi, ce que je me demandais, vous êtes modeste. Si on ne peut pas être gentil pour soi, et uniquement pour soi-même, se faire plaisir à soi-même. Hein, et si ce n'est pas un art de vivre. Ah oui. Voilà. Ah oui, la gentillesse, se faire plaisir à soi-même. On est gentil parce que ça vous apporte quelque chose à vous.
Pas aux autres, s'aimer soi-même aussi. Pas à vous en tant que carrière, pas à vous en tant que personnage social, disons. Voilà. Pas en vous en tant que personnage social, c'est dur, ça. Mais en vous en tant que personne. Oui. Que personne, voilà. Ouais. Pas comme personnage, mais comme personne. Parce que ça vous fait plaisir, parce qu'on est content d'avoir été gentil, et parce que c'est un art de vivre. Voilà. Eh bien, ça nous laisse rêveur, votre... Je me pose la question, ça vous laisse rêveur. Ouais. Eh bien, moi, je suis d'accord. Hein, être gentil avec soi, c'est-à-dire bien se traiter et s'accepter. On peut être capable d'un peu d'autocritique et de chercher à s'améliorer, mais autant globalement s'accepter, puisque finalement, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, qui est aussi une de mes formules favorites. N'empêche que c'est vachement dur. Pardon, c'est extrêmement difficile à appliquer, à mettre en pratique, François Leloir. Est-ce que c'est une question aussi, avec les années, est-ce qu'on se peaufine ? Enfin, on peut, évidemment, se peaufiner, améliorer son estime de nous-mêmes ou pas, à votre avis, pour être justement un gentil raisonnable et un gentil avec soi ? Oui, si vous voulez, j'aurais pas choisi mon métier, effectivement, si je pensais que les gens ne peuvent pas s'améliorer. Oui, bien sûr, ils peuvent s'améliorer, parfois avec l'aide d'un coach ou d'un thérapeute, et parfois aussi par des bonnes rencontres. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens aussi qui sont inspirants pour nous. C'est dans mon livre, dans tel domaine, si vous êtes trop conciliant, etc. Trouvez quelqu'un dont vous partagez les valeurs, mais qui est capable, lui, de temps en temps, de ne pas être trop modeste, etc. L'apprentissage par imitation, le modèle, si vous voulez. D'ailleurs, tout le monde a eu des modèles, on s'en rend compte. C'est vrai. Et alors, quand on a la chance d'avoir des bons modèles ou d'avoir réussi à bien les choisir, là, on peut beaucoup progresser. Parfois plus que dans un tête-à-tête. Est-ce que vous suggérez, pour retrouver des... Donc, quand on est trop conciliant, trop confiant, etc., chercher autour de soi des modèles, même si ce n'est pas nos meilleurs amis, etc., mais essayer de voir un petit peu, de cerner un petit peu, observer comment ils se comportent. Comment ils font face à un conflit, etc. Ouais. En milieu professionnel, souvent, il y a des gens qui ont la chance de rencontrer un très bon patron, un très bon chef, et qui va un peu les inspirer, leur servir de modèle. Ouais. François Coupry, ça vous a servi, ça, de vous inspirer de modèles dans votre vie pour pas ni vous faire avoir, ni être un peu trop ironique ou méchant ou dur? Non, parce qu'il fallait que je sois vraiment complètement ironique dans mon livre. Ouais. Mais c'est pas forcément... Vous savez, la personne qui écrit, surtout des œuvres de fiction et des œuvres dites romanesques, est souvent un personnage et non une personne. Il se met lui-même en tant que personnage. Vous vivez comme un personnage la plupart du temps? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Quand j'écris, oui. Quand vous écrivez, oui. Quand j'écris, oui. Et très souvent, et je crois qu'on est tous beaucoup une part de personnage, bien sûr, on peut pas. Je crois qu'il y a une part de personnage dans tout le monde, et on le voit d'autant plus quand on raconte des histoires. Parce que là, on est bien obligé de se mettre dans plusieurs personnes, et donc dans plusieurs personnages. Est-ce que ça vous a fait changer un petit peu? Est-ce que ça vous a modifié? Parce que vous voyez, on dit souvent que l'écriture est thérapeutique, mais peut-être l'est-elle tout simplement vis-à-vis de soi-même, effectivement. C'est pas thérapeutique du tout, même. Non. Le contraire. Non, mais ça n'a rien à voir avec la thérapie. Je n'ai aucune demande de thérapie. Non. Est-ce que ça vous a changé? Non, mais je plaisante. J'imagine bien en vous entendant, mais est-ce que ça vous a fait changer? Est-ce que ça vous a fait changer? Mais je pense qu'il faudra réfléchir à cette idée, surtout en thérapie, surtout pour soigner les gens qui se feraient avoir. Hein. Il faut vraiment réfléchir sur cette histoire de se faire plaisir à soi-même. Ouais. Écoutez, je note ce conseil de sagesse. François Leloir et Hélène Rumer, et petit mot de conclusion. Hélène, qu'est-ce que vous diriez aux gentils aujourd'hui, aux trop gentils? Une phrase pour les trop gentils. Il faut rester soi-même. Si on est gentil et puis que c'est naturel, on est être comme on est. Oui, comme disait François Leloir. Voilà, je dirais faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est très beau cette phrase. On reste là-dessus, François Leloir. Écoutez, oui, chacun fait ce qu'il veut avec ce qu'il a. Je dirais, ma phrase serait dire soyez fiers et contents d'être gentil, car c'est une grande qualité. Mais sachez vous durcir quand il le faut. Je note, attention, ça rigole plus, dans Quête de sens. Merci François Leloir, votre livre en tout cas. Soyez gentils mais pas trop, chez Odile Jacob, à découvrir évidemment. François Coupry, merci Hélène Rumer, merci également chers invités. Très bonne soirée et très bon week-end à tous.